drame hier sur le pont de Gaulle. Une fourgonnette est tombée dans la lagune Ébrié. Un cadavre découvert dans la nuit par les sapeurs-pompiers. Et en fin de journal, nous allons découvrir la campagne intitulée MeToo. Elle est développée en Ouganda et permet aux femmes de dénoncer les violences qu'elles subissent. Bonsoir à tous, madame, monsieur, bienvenue. Un corps sans vie découvert dans la lagune Ébrié par les sapeurs-pompiers militaires après plusieurs heures d'investigation. Une fourgonnette s'était renversée hier. L'identité de la dépouille n'est pas encore connue. Les précisions tout de suite de Guillaume Zéré et Sylvie Touré. Ces images sont celles de l'une des caméras de surveillance du pont des Gaules. 15h14, une fourgonnette fait une sortie de route, percute les barrières métalliques de sécurité avant de plonger dans la lagune. Quelques minutes après le drame, les forces de police et les sapeurs-pompiers militaires sont sur les lieux pour tenter de sauver les éventuelles victimes. Les recherches se poursuivent jusqu'à tard dans la nuit et sur le coup de minuit, le véhicule est entièrement sorti de l'eau. Les informations contradictoires nous faisaient penser soit à un mini-car de transport, un baka, ou bien un véhicule, une camionnette. Donc on ne savait pas trop à quoi on s'attendait. Mais certaines recherches nous ont permis de retrouver vraiment le type de véhicule par les caméras de vidéosurveillance. Donc on était assuré qu'il s'agissait d'une fourgonnette. Maintenant, le nombre de personnes à l'intérieur, on n'avait aucune information là-dessus. Les recherches se sont poursuivies, mais on a pu localiser l'épave. Une fois l'épave localisée, un corps a été trouvé dedans, mais il était coincé. Donc il s'agit maintenant de faire sortir le véhicule avec le corps à l'intérieur. C'est ce qu'on vient de faire. Et selon les dernières informations que nous avons eues de quelqu'un qui connaît le propriétaire du véhicule, il y aurait au départ du véhicule 2 personnes. Donc il se pourrait qu'un deuxième corps soit retrouvé d'ici quelques jours, quelque part sur le plan d'eau. Pour cette opération qui a duré 9 heures, ce sont une centaine de personnes et des renforts civils qui ont été mobilisés. Dans cette lagune Ébrié bien trouble, la manœuvre n'a pas été de tout repos. L'opération était très difficile à cause d'abord de la visibilité dans la lagune qui est nulle. On ne voit pas à 2 cm. Et ensuite, le courant. Le courant est très fort dans la lagune. On ne l'imagine pas, mais il est très fort. Donc ces 2 facteurs-là ont rendu l'opération très délicate. Un corps repêché, identifié comme étant l'apprenti. Le chauffeur de la fourgonnette reste introuvable. L'enquête ouverte s'attellera à trouver la cause de ce drame qui s'est produit là où le 10 juin 2016, un camion de ramassage d'ordures avait plongé, faisant un mort et un disparu également. Autre actualité, atmosphère tendue à la Société des caoutchoucs de Grand Bérébi dans la région ouest du pays. En effet, les ouvriers sont en grève. Ils revendiquent une augmentation de salaire. Le point avec Sam Conan, notre correspondant régional. Des véhicules chargés de caoutchouc naturel stationnés, des travailleurs surexcités manifestant leur colère, les usines et bureaux fermés. Telle est la situation depuis le mardi 2 octobre 2018 à la SOGB. De quoi s'agit-il? C'est les bulletins de paye. Vous voyez ces 3 bulletins-là, ça me fait 3 mois, c'est 10 000 que je reçois. Vous voyez ça? Normalement, notre salaire de base c'est 92 000 qu'on devait recevoir. Mais on nous fait croire que c'est 36 000. À la SOGB, si nous sommes très mal payés. Le travail est dur, mais ce que nous recevons chaque fin du mois, c'est pénible. Voilà, comment tu peux faire 20 jours de travail et à la fin, tu te retrouves avec une somme de 10 000 francs. Nous sommes sortis dans le cadre normal des discussions d'une entreprise. On sait que ce mouvement est orchestré depuis l'extérieur. On a fait croire aux gens qu'ils ont un salaire de base de 91 000 ou 92 000, ce qui est archi faux. Nous sommes dans le secteur agricole, donc soumis au SMAG. Les ouvriers dont il est question ici sont à la 3e catégorie et la grille conventionnelle dit qu'ils ont un salaire de base de 919 francs CFA, donc environ un salaire de base de 22
par mois. Nous faisons mieux que ça. Nous avons un salaire de base de la 3e catégorie qui va de 42 000 à 54 000. Je parle bien de salaire de base. Et donc, en ajoutant les autres primes, on se retrouve quand même à environ une moyenne de 92 000 et 91 000. Et donc, nous appelons à une certaine retenue. Ce mouvement de grève a coûté leur poste à certains des mineurs. Nous nous sommes organisés en tant que collectif des travailleurs de la SOGB. Nous nous sommes mis ensemble parce que nos syndicats nous ont lâchés. Ils nous ont pratiquement lâchés et personne ne vient à notre secours. Ceux-là même qui devraient nous défendre sont devenus nos ennemis aujourd'hui entre nous et la direction. Donc nous avons pris notre destin en main pour défendre nos droits. Et cette société-là, voilà, j'ai en face de moi les papiers de licenciement que la SOGB m'a envoyé parce que je revendique mon droit. Nous avons malheureusement dû licencier tous ceux qui ont été à l'origine de la grève illégale et tous ceux également qui ont perpétré des actes de menaces et de violence vis-à-vis des travailleurs qui voulaient recommencer à travailler. Les forces de défense et de sécurité ont été déployées sur le site et les autorités préfectorales poursuivent la médiation pour ramener le calme et la reprise des activités. De l'eau potable pour Ngatakro, ce quartier situé dans la commune de Bouaké bénéficie désormais d'une infrastructure hydraulique. Les populations ont exprimé leur joie et reconnaissance. C'est un reportage de Soro Corona de RTI Bouaké. Les actions pour l'accès à l'eau potable à Bouaké se multiplient sur le terrain. À côté des réalisations de forage du gouvernement ivoirien, des opérateurs économiques accompagnent l'État dans sa mission. Le quartier Ngatakro dans la commune de Bouaké a désormais son forage, dont des Zarou Kofi Ahmed, opérateur économique. Coût de l'ouvrage, plus de 4 millions de francs CFA. L'infrastructure a été officiellement remise aux bénéficiaires. La chefferie traditionnelle a salué cette action qui vient soulager plusieurs quartiers de Bouaké. Elle a traduit la reconnaissance des bénéficiaires à l'heureux donateur. Zarou Kofi Ahmed, le donateur, a pour sa part engagé tous les cadres à poser des actions pour le bien-être des populations. Je me permets de lancer à nouveau à partir de Bouaké un appel pressant en direction des cadres de la région. Ils sont nombreux pour qu'ils se mobilisent autour de cette urgence, pour qu'ils prennent leur place dans l'économie sociale et solidaire de notre pays, au bénéfice de nos parents, de notre jeunesse, de nos régions, de nos villages et de nos braves paysans. Les femmes du quartier Ngatakro n'ont pas été oubliées par l'opérateur économique. Elles ont reçu une broyeuse de manioc d'une capacité d'1,5 tonne l'heure. Ce forage et cette broyeuse seront profitables à 3 quartiers de Bouaké, Ngatakro, Aounyansou et Broukourou. Comment promouvoir les alliances interethniques en Côte d'Ivoire? 3 agences onusiennes, dont l'UNESCO et l'UNICEF, planchent sur cette question. Les travaux se déroulent à Yamoussoukro, dans le centre du pays. On retrouve Soro Corona de RTI Bouaké. Les alliances interethniques et autres mécanismes traditionnels de prévention et de résolution de conflits, éléments culturels de consolidation de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Ces éléments importants du patrimoine culturel immatériel de la Côte d'Ivoire sont peu connus de la jeunesse ivoirienne. Depuis 1999, des travaux de recherche et d'inventaire sur les alliances interethniques et autres mécanismes traditionnels de prévention et de résolution de conflits sont effectués sur le terrain. L'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, en collaboration avec le PNUD et l'UNICEF, a rendu public les résultats de cet inventaire à Yamoussoukro. Nous avons lancé cette étude qui a permis d'inventorier l'ensemble des pratiques traditionnelles en matière d'alliances interethniques et de voir comment, avec le ministère de la Culture, le système des Nations Unies peut utiliser les messages qui sont sortis de cette étude pour promouvoir la paix à travers la sensibilisation, l'information et avoir davantage de personnes qui adhèrent à cela. Cet atelier a réuni plusieurs chercheurs et experts. Au thème des travaux, des perspectives ont été dégagées pour les missions à venir. La création de centres pilotes de valorisation des alliances interethniques, la sensibilisation par les médias. Une intensification de la recherche scientifique sur les alliances interethniques et enfin
l'extension de l'inventaire des alliances interethniques à tout le pays. Pacte de non-agression, signé entre les ancêtres des différents peuples de Côte d'Ivoire, les alliances interethniques mettent un accent particulier sur les plaisanteries et permettent de maintenir la paix et la cohésion sociale. 2 personnalités récompensées aujourd'hui pour leurs efforts de lutte contre les violences sexuelles comme arme de guerre. Le gynécologue congolais Denis Mukwege et l'activiste irakienne Nadia Mourad sont donc les lauréats 2018 du prix Nobel de la paix. Pour les 2 récipiendaires, cette récompense va augmenter leur endurance au combat. Saisie record d'or à l'aéroport Jomo Kenyatta de Nairobi au Kenya. Plusieurs tonnes venues de République démocratique du Congo ont été confisquées récemment par les autorités kenyanes. Ces lingots d'or devaient être écoulés sur le marché du Moyen-Orient. Un projet révolutionnaire en Ouganda. La campagne intitulée MeToo veut amener les femmes à dénoncer les violences sexuelles et sexistes dont elles sont victimes. Les explications de Ami Coulibaly. Dans cette université à Kampala, 2 professeurs ont été suspendus de leurs fonctions après des accusations d'harcèlement sexuel sur leurs étudiantes. C'est grâce au mouvement MeToo qu'elles ont trouvé le courage de parler. Mais en Ouganda, elles sont encore trop peu nombreuses à oser le faire. Même si on voit certaines femmes raconter leur histoire, on voit aussi beaucoup de réactions négatives. Si vous parlez à certains Ougandais dans la rue, ils vous diront « on en a assez de cette conversation sur l'émancipation des femmes ». Une lassitude au mieux, un déni complet dans le pire des cas. Voici ce que déclarait un député ougandais à la télévision nationale en mars dernier au sujet de l'émancipation des femmes. En tant qu'homme, il est important de discipliner votre femme. Vous devez la toucher, l'attaquer, la battre d'une certaine façon pour la remettre sur le droit chemin. Vous devez la battre un peu. Ça prouve même votre amour. Face aux critiques, l'élu a dû présenter des excuses. Mais dans beaucoup de pays de la région, la société reste foncièrement patriarcale. Cette psychologue kenyane, qui souhaite rester anonyme, a été victime de violences conjugales. Selon elle, toutes les femmes à qui elle s'est confiée avaient vécu une histoire similaire. Elle raconte pourtant avoir eu beaucoup de mal à déposer plainte. On nous juge de telle façon, tu es une grande gueule, tu es trop intellectuel, tu as dû le pousser dans ses retranchements ou tu as posé les mauvaises questions. Donc il faut que je me justifie dès le début. Du coup, je n'ai pas envie de subir cela. D'après un rapport sur la sécurité des filles et jeunes femmes dans le monde, publié par Plan International, l'Afrique est une zone à risque pour les femmes. Johannesburg, Kampala, Lima, Nairobi et Bamako sont les 5 villes les plus dangereuses au monde en matière d'agression sexuelle. Direction à présent le Bangladesh. Ce pays, situé en Asie du Sud, est fortement touché par la montée des eaux pendant la saison des pluies. Alors pour surmonter cette difficulté et permettre aux enfants d'avoir accès à l'éducation, les habitants ont donc mis en place un système d'école flottante. Regardez. Ceci est une cour de récréation. Au Bangladesh, très touché par la montée des eaux, ces enfants étudient dans une école flottante. Ils ont ainsi accès à l'éducation, même pendant la saison des pluies. Si les enfants ne peuvent pas aller à l'école en absence de transport, alors l'école doit aller à eux. C'est comme ça que j'ai conçu l'école flottante, une bibliothèque, un centre de formation et une aire de jeu. Dans le district de Chalambel, une vingtaine d'écoles flottantes sillonnent la zone. J'aime l'école parce qu'elle est ouverte toute l'année, même quand l'eau submerge nos maisons. Voilà des explications de Christiane Kogbi et Doigt de Laser. Très belle fin de semaine à tous sur RTI2. Je vous retrouve demain.